Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire pour démarrer l'année 2023. Je reçois Karine ce matin et on va vous parler des indicateurs de performance de recrutement. Bonjour Karine. Bonjour, ça va bien? Ouais, alors je vais te laisser te présenter rapidement et puis nous rappeler rapidement ce que fait Smart Recruiters. Ouais, parfait, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Karine, j'ai le titre de Hiring Success Transformation Consultant chez Smart Recruiters. Alors, c'est un titre long, compliqué, mais en fait, en gros, ce que je fais, c'est du conseil stratégique. Et avant d'avoir rejoint Smart, j'ai travaillé dans le recrutement pendant 10 ans. J'ai commencé dans une agence de recrutement. Alors, je pense que c'est toujours ce chemin. Comment est-ce qu'on arrive au recrutement? Ben, on commence dans une agence. Après, j'ai fait du recrutement dans une boîte allemande en interne. Et après, j'ai rejoint Smart comme consultante. Ah, ça commence bien, on a perdu Karine qui va revenir. Donc ce matin, l'idée, en fait, le webinaire, on l'a intitulé Êtes-vous sûr que votre recrutement est efficace? Les nouvelles métriques pour améliorer votre stratégie. Donc on va discuter des principales métriques qui permettent d'évaluer la performance de vos recrutements. Karine est revenue. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. En Mais fait, ça commence bien. Euh, c'est la grève du jour, il y a des coupures d'électricité, ça doit être ça. ok, d'accord. Alors, ben en fait, ouais, je voulais juste me présenter vite fait. Et si vous avez cru entendre un petit accent, ben, c'est parce que je suis franco-allemande. J'habite à Francfort. Et, j'ai déménagé ici après avoir fait mon master à Tours et j'ai habité à Paris. Et en fait, je me suis dit, bah, Francfort aussi, c'est joli. Alors, j'ai déménagé. Et je travaille chez Smart depuis 1 an. Et Smart Recruiters, en fait, c'est une suite d'acquisition de talents. C'est basé sur la cloud et on a des clients dans le monde entier et aussi beaucoup d'entre eux en France. Alors, je suis très contente d'être ici avec Christophe, avec toi aussi pour ce webinaire aujourd'hui. Super. Alors ce matin, on va parler de quoi? Rapide tour sur l'agenda du webinaire. Donc on va regarder un peu sur quelles métriques ont l'habitude de travailler les recruteurs, les RH. Alors, on a dit ne vous fiez pas aux métriques dépassées et Karine va nous expliquer ça. Ensuite, elle va nous présenter les nouvelles métriques, nouveaux comportements. Ensuite, on va parler NHS et HV. Donc, c'est des termes un peu barbares, mais qu'on va vous expliquer. Et puis, ensuite, on verra quoi mettre en place justement pour optimiser la qualité de vos métriques à venir et vraiment utiliser des métriques qui soient pertinents, performants et qui vont vous servir pour améliorer la qualité de vos recrutements. Alors, je te laisse prendre la main, hein, Karine. Merci. Merci, super. Ben, nous allons directement sauter dans le sujet, je dirais. Alors, comme Christophe vient de vous dire, aujourd'hui, je vais beaucoup parler de métriques, de KPI, mais aussi un petit peu du rôle de recrutement. Parce que pour moi, c'est la base du changement. Le recrutement, le rôle de recrutement, comment est-ce qu'on aperçoit le recrutement dans le monde aujourd'hui? Alors, parce qu'en fait, j'ai travaillé dans le recrutement pendant 10 ans et le rôle traditionnel du recrutement, quand j'ai commencé, c'était vraiment simplement pourvoir des postes. Alors, l'équipe de recrutement était vraiment considérée un petit peu comme une extension de l'équipe de RH et donc comme un centre de coût. Et ça s'est reflété dans les rapports, dans les métriques, dans les KPI demandés par le business. Là, vraiment, on avait le reflet de cet état d'esprit, que le recrutement était un centre de coût. Mais cet état d'esprit, il est resté. Même aujourd'hui, encore, en fait, les équipes de recrutement, ils sont évaluées sur la base de métriques historiques, telles que le coût par embauche, le taux d'embauche, le temps d'embauche surtout, la qualité d'embauche. Par contre, nous savons tous que, en fait, ce rôle de recrutement a beaucoup changé au cours des dernières années.
et il ne consiste plus que de pourvoir des postes. En fait, ça, c'était vraiment une notion il y a 10 ans quand j'ai commencé et maintenant les professionnels, en fait, qui occupent ces postes-là, alors qu'ils sont recruteurs, qui sont HR business partners, c'est très, très polyvalent. Alors, je ne sais pas si, en fait, vous avez fait la même expérience, mais un recruteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait du marketing, pour attirer les meilleurs candidats, il doit écrire les job descriptions, il doit conseiller les responsables du recrutement sur une stratégie, il fait aussi du resource planning. Alors, en fait, le rôle de recrutement, il a changé. C'est vraiment un rôle qui, aujourd'hui, pour nous, il fait la différence dans une entreprise. C'est aussi une raison pourquoi beaucoup d'entreprises, en fait, ils décident de, oui, on a des agences de recrutement, mais aussi on a une équipe en interne. Alors, on voit ça avec beaucoup de nos clients que, en fait, eux, ils ont mis des équipes de recrutement en place qui sont très, très performantes. En fait, ce qui est dommage et ce que moi je trouve c'est très important de revoir qu'ils ont mis ces équipes en place qui sont très performantes, qui en fait font la différence dans l'entreprise. Mais en même temps, il reconnaît ce recrutement ou cette équipe pas comme, le facteur qui fait la différence. C'est toujours rester le centre du coup. Et ça, c'est pas que mon opinion, hein. On voit ça souvent en travaillant avec nos clients. Les conversations que nous avons avec beaucoup d'équipes de recrutement tournent souvent autour des mêmes sujets, des mêmes métriques, des mêmes KPI qu'on avait il y a 10 ans. Alors, je sais pas comme c'est pour vous, mais moi, je trouve ça choquant. C'est le rôle, il a complètement changé, mais on parle toujours des mêmes métriques. Il y a vraiment des métriques, qui sont restées de l'historique, hein. Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au rôle du recruteur il y a 10 ans et au rôle du recruteur aujourd'hui. Finalement, c'est assez commun à l'ensemble de la fonction RH parce que la fonction RH a toujours été considérée comme un centre de coût Ouais. dans sa globalité. Aujourd'hui, elle l'est encore, mais ça tend à évoluer vers des axes, une reconnaissance de la fonction RH au sein des entreprises qui apporte une vision plus stratégique de l'accompagnement au management. Alors, on va tout de suite poser la question là, aux participants. On aimerait bien savoir quel KPI vous utilisez dans vos reportings de recrutement. Est-ce que vous mesurez le délai d'embauche? Est-ce que vous mesurez le nombre de candidats embauchés, le nombre d'entretiens, la qualité de l'embauche? Vous pouvez aussi évidemment ajouter des commentaires dans le chat pour nous dire s'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans vos reportings. Ouais, surtout, sur d'autres éléments parce que, c'est drôle, on voit souvent ou on voit avec quelques entreprises, ils font des KPI sur tout, hein. C'est vraiment je veux pas dire le micromanagement, le contrôle sur tout, mais, on avait vu avec un de nos clients, en fait, ils regardaient combien de temps, en fait, les recruteurs, ils passaient en train de parler avec des candidats et pour eux, en fait, ils voulaient que les recruteurs, ils parlent encore plus vite aux candidats. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un KPI qui est, je sais pas, Ouais. illogique. C'est pas un KPI qui va, en fait, ou garantir une qualité de candidat augmentée. Alors ça, Bah, c'est super intéressant pour moi de voir quel alors, KPI, en fait, Cassandra nous dit nombre de périodes d'essai validées. Sandrine nous Mmh. dit je ne comprends pas en fait les KPI là, qui sont présentés, je ne les pratique pas du tout, donc c'est plutôt bon signe, Sandrine. Le nombre de candidats et s'ils restent dans l'entreprise, nous dit Estelle. Daniel mesure également les sources, d'où viennent Mmh. les candidats, les sources de recrutement. Ouais, ça, c'est super intéressant. Nombre de candidats, délai d'embauche, mais aussi la qualité des embauches, nous dit Kim Lee, pardon. Ghislaine nous dit nous ne faisons pas vraiment de reporting, mais ça pourrait être utile. Fabienne nous dit nombre de candidats, durée de la procédure de recrutement, nombre d'intégrations réussies. Mmh. Isabelle, origine du candidat recruté, c'est-à-dire le sourcing, est-ce qu'il vient d'un job board, est-ce qu'il vient des réseaux sociaux, etc. Ouais.
Damien nous dit nombre de candidatures reçues. Luc, pareil sur le sourcing. Et Noémie, intégration et qualité. Alors, on va regarder rapidement les résultats du petit sondage. Vous voyez les résultats? Vous les avez à l'écran, c'est bon? Moi, j'ai toujours le sondage dessus, pas encore les résultats. Alors, les résultats, Ah, c'est bon. voilà, C'est à bon. 23% délai d'embauche, à 33% le nombre de candidats embauchés, 13% le nombre d'entretiens, 24% qualité de l'embauche. D'accord. D'accord. Ce sont quand même tous les KPI qu'on voit historiquement, qui sont vraiment restés dans les entreprises, en fait, qui ont peut-être ils ont changé, mais c'est quand même un signe pour nous qu'en fait, on utilise toujours les mêmes KPI qu'il y a quelques années, en fait. Alors ça, n'hésitez pas de remettre tous les KPI que vous utilisez dans le chat, c'est très c'est très intéressant de le voir. Et je pense, pour en fait changer un petit peu l'état d'esprit, si on parle de recrutement. En fait, ce que moi je dis toujours, il faut plutôt considérer notre équipe de recrutement, comme une fonction de sales. Alors loin, vraiment très, très loin de ce côté centre du coût et vraiment vers ce côté, meilleur et stratégique. Alors on veut vraiment s'éloigner, du plus rapide, moins cher, on s'en fiche un petit peu de la qualité, on ne sait pas trop comment la mesurer. On doit vraiment s'orienter vers on veut être meilleur, on veut être stratégique, on veut avoir une qualité très, très élevée pour les candidats. Alors prochainement, je vais vous montrer pourquoi ces métriques historiques que beaucoup d'entreprises ils utilisent encore, pourquoi en fait, ces métriques sont pas vraiment des métriques qu'on devrait garder dans l'entreprise. Peut-être on peut les garder, mais je pense pour changer les comportements du business, c'est important de reparler d'autres facteurs. Alors en fait, les métriques qui m'intéressent actuellement, c'est vraiment le délai d'embauche et la qualité du recrutement. Alors, quel est le problème qu'on a identifié avec ces métriques? En fait, le grand thème avec ces métriques, c'est qu'ils visent à obtenir des résultats pour, en fait, travailler plus rapide, moins coûteux, ce que je viens de dire d'avant, en donnant lieu à des stratégies de recrutement qui sont très, très réactifs. Alors, si on prend ces métriques, on travaille toujours très réactif, on ne travaille pas trop proactif. Alors, si par exemple, on regarde maintenant le délai d'embauche avec un exemple. Alors, maintenant, si le responsable du recrutement vient me voir et me dit notre délai d'embauche ou notre délai de recrutement, il est passé de 43 jours à 39 jours. Bon, d'accord, merci. Je fais quoi avec cette information? Est-ce qu'on est devenu plus vite, mais la qualité, elle est baissée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette information, en fait, me donne vraiment une indication si je vais, par exemple, pouvoir être capable de mener un projet parce que nous avons assez de ressources? Est-ce que c'est vraiment une information qui aide à estimer ça? Finalement, le délai d'embauche ne m'apprend rien sur l'atteinte des objectifs pour le business entier. Un autre facteur, en fait, qu'on voit avec le délai d'embauche, qui est un problème, c'est que ça force les équipes de recrutement de travailler plus rapidement, à tout prix, en compromettant, en fait, la qualité. Alors maintenant, si on regarde la qualité du recrutement, en fait, il y a déjà la question, dans le chat: «Comment est-ce que la qualité de l'embauche, elle se mesure?» Ben, en fait, là, on a nos clients qui la mesurent de façon variée. Vraiment, il y a toutes les variations. La plupart, je dirais, de nos clients ou des entreprises avec qui je travaille, la qualité d'embauche, ils la mesurent sur une, évaluation de performance de fin d'année. Alors, je ne sais pas comment vous pensez, mais en fait, attendre 1 an
pour mesurer la qualité, je trouve c'est choquant. En Allemagne, juste pour vous donner un exemple, en Allemagne, la période d'essai, c'est 3 mois. Je pense en France, j'avais vu que la durée maximale légale pour la période d'essai, pour un CDI, c'est 4 mois. 7 mois. C'est 7 mois, OK, d'accord. Et en fait, merci Christophe. En fait, là, on devrait déjà se dire: «Beh, pourquoi est-ce que je fais mon évaluation de performance pour la qualité d'embauche après 1 an?» C'est trop tard. Alors, vous voulez savoir si vous êtes bon en matière de recrutement dès maintenant, pas dans 1 an, pas dans 2 ans. C'est vachement trop tard. En plus, il y a un manque de méthodologie, de standardisation pour évaluer ces nouvelles recrues. Et c'est ça pourquoi on voit vraiment ce problème avec, le délai d'embauche et la qualité d'embauche, dans les entreprises aujourd'hui. Alors oui, c'est le même problème un peu que, de toute façon, les entretiens annuels. Évaluer les salariés une fois par an, ça n'a pas de sens. Exactement, exactement. Et là, il y a un bon commentaire aussi dans le chat. Alors, il y a aussi des entreprises qui font le point une fois par mois. C'est vraiment ça, c'est super. C'est vraiment un bon comportement, de l'entreprise, mais nous voyons quand même que beaucoup d'entreprises le font une fois par an. Alors, en fait, pour demander, à nos participants, comment est-ce que vous mesurez la qualité d'embauche? Alors ça, c'est intéressant pour moi pour voir un petit peu aussi sur le marché français ou parmi nos participants. Alors, comment vous mesurez déjà, est-ce que vous mesurez la qualité d'une embauche? Alors non. Oui, mais pas de méthode standardisée. Oui, via les évaluations annuelles. Oui, via des questionnaires auprès des responsables de l'embauche. Oui, via un questionnaire employé. Alors, responsable de l'embauche, sous-entendu, manager, hein, direct, hein. Mmh. Ouais. Alors là, la plupart il y a quand même beaucoup de monde qui dit, qui mesure pas la qualité d'embauche. Oui, sur les histoires de période d'essai, Estelle, 4 mois renouvelables, ça en fait, ça dépend des conventions collectives, la période d'essai. Moi, j'ai dit 7 mois parce que, on est sur du Syntec. En Syntec, on peut monter à 7 mois. Ouais. Effectivement, la période d'essai en France, il y a une période, première période de 2-3 mois qui peut ensuite être renouvelée ou pas. Mmh. Ouais et je pense ça déjà c'est un bon indicateur qu'on ne doit pas attendre 1 an. On le sait après 3, 4, 7 mois. Ouais. Parfois on le sait après 1 mois, bon. Mais ouais, c'est vraiment vachement différent. Aussi, on voit sur le questionnaire ou sur les réponses que, il y a beaucoup de monde qui ont pas de méthode standardisée pour, en fait, vraiment mesurer la qualité. Alors c'est ça le problème qu'on a, sur le marché. C'est pas qu'en France, c'est même chose, c'est aux US, en Allemagne, je travaille avec beaucoup d'entreprises internationaux et en fait, c'est vraiment ce qu'on voit, que la méthode pour évaluer la qualité, c'est très, très différent. Donc là, principalement, on voit des points de suivi avec le manager ou rien, ou alors c'est flou. Mmh. Il me semble difficile de pouvoir véritablement mesurer la qualité du recrutement. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Alors non à 21, donc on va dire, quasiment un quart des personnes, présentes là, ne mesurent pas la qualité de l'embauche ou n'ont pas Ouais. la méthodo pour le faire. Oui, à 21, mais pas de méthode standardisée. 8 via les évaluations annuelles, 8 via des questionnaires auprès des managers et 14 via un questionnaire employé. Donc on va dire qu'en grande majorité, c'est pas vraiment mesuré. Ouais, exactement et c'est exactement ce qu'on voit aussi, dans le marché aujourd'hui. Alors, maintenant, ce que j'aurais aimé vous présenter, c'est des nouvelles métriques. Alors,
Au lieu des métriques historiques, Smart Recruiters, il utilise des paramètres qui mesurent l'impact. C'est vraiment sur l'impact, c'est sur la proactivité. Ces métriques, en fait, ces nouvelles métriques, nous permettent de répondre à la question suivante, en fait, la question qui est très importante. Est-ce que nous recrutons les bonnes personnes à temps? Et j'aurais bien aimé introduire ces nouvelles métriques. Alors là, je vais vous donner un sommaire brièvement sur les métriques. Dans un instant, sur les autres slides, en fait, on va rentrer un petit peu plus en détail comment les calculer. Alors, première métrique qu'on a, c'est la vélocité d'embauche. Alors, en ce qui concerne la vitesse, ce qui compte vraiment, c'est pas d'être plus vite, toujours plus vite, mais c'est de savoir si vous remplissez vos postes quand l'entreprise en a besoin. C'est-à-dire si vous remplissez en fait vos postes à temps pour atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est exactement ça ce que la vélocité d'embauche, elle mesure avec une chose simple, le pourcentage des postes pourvus à temps. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, avec cette vélocité d'embauche, les managers, en fait, eux, ils peuvent planifier et prévoir avec précision leur capacité d'atteindre les objectifs de croissance de l'entreprise. Nous allons revoir ça un petit peu plus tard avec un exemple très, très précis. Mais le deuxième métrique que j'aurais bien aimé introduire, c'était le indicateur net de qualité d'embauche. Alors, en français, c'est un mot très, très long. Alors, en fait, je vais reprendre le mot en anglais, c'est Net Hiring Score, le NHS. Alors, peut-être, vous connaissez déjà le NPS. C'est en fait les équipes de marketing. Et, souvent, ils utilisent le Net Promoter Score, le NPS, pour déterminer le sentiment de marque, mais aussi de satisfaction des clients vis-à-vis à leurs produits. Alors ça, c'est le score qui existe dans le marketing. Nous, en fait, on a refait ce score pour l'acquisition de talents. C'est le NPS. Et dans une seconde, je rentrerai dans ces métriques. Mais en fait, si vous voulez mettre votre équipe de recrutement sur la voie du succès, c'est important de changer cette conversation. C'est quand même bizarre de n'avoir jamais changé la façon de faire le reporting dans le recrutement. Je trouve que c'est vraiment choquant pour moi parce que la fonction de recrutement, elle a autant changé pendant les années. Alors ça, c'est pour ça que je voulais vous présenter les métriques historiques et vous introduire à des nouvelles métriques. Alors, juste pour revoir ça sur un exemple très, très facile. Alors, le délai d'embauche. Maintenant, imaginez, vous devez engager ou embaucher 3 consultants. Alors, ils sont embauchés soit après 5 mois, après 3 mois, après 7 mois. En fait, en gros, ça vous donne un délai d'embauche en moyen de 5 mois. Alors, peut-être vous dites, bon, alors normalement, ça me prend 5 mois. Alors, je prévois toujours que ça va me prendre 5 mois pour embaucher. Mais en fait, nous devons revenir sur cette notion de change. Au lieu de placer la conversation autour combien de temps est-ce qu'il faut pour embaucher, vers la question avez-vous engagé les bonnes personnes à temps? Et c'est pour ça que nous allons commencer de calculer la vélocité d'embauche. Alors, si vous voyez cette slide, beaucoup de chiffres dessus, mais en fait, si on va imaginer une petite histoire. Alors, si un PDG si le PDG de votre entreprise, en fait, vous informe, vous êtes le recrutement, vous informe que l'entreprise se charge d'un nouveau projet de conseil qui nécessitera des ressources supplémentaires. Vous devez embaucher une équipe de 15 consultants. En plus, cette équipe, encore un autre défi, cette équipe doit être entièrement opérationnelle dans 8 mois. Vous savez qu'en moyenne, ça vous prend, la moyenne de délai d'embauche, ça vous prend 6 mois parce que vous avez revu les reportings des années précédentes. Alors en fait, vous comptez un petit peu, vous prévoyez un petit peu, bon d'accord, ça va me prendre 6 mois. Dans ce scénario, maintenant ici,
vous avez pour vous tous vos postes avec succès dans un délai moyen de 6 mois. Alors, on voit que ça nous a pris, 2 mois pour, embaucher 3 personnes, ça nous a pris 4 mois pour embaucher encore plus de personnes. En moyenne, ça nous fait 6 mois pour le délai d'embauche. Mais en réalité, maintenant, si on regarde la réalité, là, on s'éloigne de la théorie. En réalité, si vous n'avez pas, en fait, obtenu votre résultat, parce qu'en fait, votre objectif, c'était d'avoir votre équipe de 15 consultants opérationnels après 8 mois. Et vous avez réussi d'embaucher 10 personnes sur 15. Alors ça vous fait un score de 67 de, vélocité d'embauche. Alors en fait, dans ce cas, comme celui-là, on voit très, très bien que le délai d'embauche, il n'a aucune importance pour le management. Votre performance sera toujours mesurée si vous êtes capable de soutenir le management avec, dans ce cas-là, les 15 consultants nécessaires. Alors ça, c'est un petit peu expliquer, la vélocité d'embauche. Alors, en travaillant avec des clients, parfois, il y a des entreprises qui ont une vélocité, supérieure de 80. Alors là, on voit très bien, l'entreprise, elle progresse dans un bon rythme. Il y a aussi des entreprises qui, ont une vélocité d'embauche de 50. Ça veut dire, ils remplissent que la moitié de leur poste à temps. En fait, ils n'ont même pas la capacité de mener des projets ou produire de nouveaux produits à temps parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Ce qui est le cas actuellement dans beaucoup d'entreprises. Ouais, exactement, exactement. Ils n'ont pas assez de personnel, ils n'ont pas assez de ressources. Et en plus, on mesure toujours le délai d'embauche moyen. Bah, ça ne nous aide pas à planifier bien quelles ressources doit commencer quand. Et en fait, c'est ce que je veux dire. C'est important de changer la conversation avec votre management. On ne va pas y arriver demain, mais c'est vraiment le changement de conversation. Est-ce qu'on pourrait garder le délai d'embauche, mais on pourrait introduire un nouveau KPI qui, en fait, nous aide à être plus proactive dans notre recrutement. Alors là, forcément, on a des commentaires de Sandrine, Fabienne, qui nous rappellent que le contexte est compliqué depuis fin 2021, enfin depuis 2021, et c'est accéléré en 2022 en matière de recrutement en France. Mais bon, outre cela, parce que des crises de recrutement, on en a à peu près tous les 3-4 ans en France. Donc celle de 2022, elle est peut-être corsée, mais ce n'est pas la première et c'est certainement pas la dernière. Ce qui est important, en fait, effectivement, dans cet indicateur de vélocité d'embauche, si on le ramène à une situation plus courante, c'est de dire, bah voilà, si Karine, par exemple, qui a un poste de, je sais pas, customer service et quitte l'entreprise, nous donne sa démission, on sait qu'à part dans 3 mois, ok, est-ce qu'on est capable en 2 mois, par exemple, de recruter son ou sa remplaçante de façon à faire un super onboarding où elle pourra faire une passation de ses dossiers pendant 1 mois. C'est ça l'enjeu, en fait, de façon très classique. Sans aller jusqu'à ouvrir une nouvelle division où je vais recruter 10-15 personnes. Déjà, est-ce qu'on est capable de remplacer les postes existants de l'entreprise et d'être aligné par rapport à ça? Et c'est quand même intéressant de le mesurer. Alors évidemment, en prenant en compte les différentes périodes. Si on a un score de 67% actuellement, je pense que c'est déjà pas mal. Et en temps normal, si on a un poste supérieur à 80%, c'est très bien. Évidemment, le pourcentage va dépendre aussi de la situation économique, sociale du pays. Absolument. Et je pense ce qui est important aussi de dire, c'est juste parce que vous implémentez un nouveau KPI, un nouveau métrique, ça ne va pas changer la manière comment vous recrutez. Ça ne va pas vous générer plus de candidats. Mais en fait, c'est comme tu dis, Christophe, en fait, si je sais qu'il y a une personne qui va partir dans 3 mois, ben, en fait, est-ce que
je prépare mon équipe de recrutement? Est-ce que je planifie, en fait, de faire plus de recrutement pour cette position? Pour bien planifier, de la remplir dans 2 mois, comme ça il y a un mois, où on a 2 personnes pour faire le onboarding. Ou est-ce que je sais pas. Alors c'est plutôt la manière de changer la conversation, de vraiment réussir à travailler plus proactivement et aussi à rentrer dans les têtes, je pense, du business, du management, de dire: «On doit être plus proactif». Parce que je ne sais pas comment ça se passe avec nos participants, mais beaucoup de fois, en fait, le business, il envoie un plan pour recruter pour l'année à l'équipe et en fait, ils disent: «Bah, allez-y». Mais est-ce qu'ils auraient déjà pu prévoir que dans 2 ans, en fait, on va commencer avec cette stratégie, on va commencer avec cette technologie? Est-ce qu'on pourrait déjà créer des viviers de talents proactivement pour, en fait, recruter, et augmenter notre vélocité d'embauche? Ouais, c'est exactement ça l'enjeu, en fait, c'est d'être plus dans l'anticipation. Alors, il y Ouais. a Sandrine qui pose une question qui dit: «J'aimerais connaître qui fait partie de l'équipe de recrutement». Alors, en fait, classiquement, qui fait partie de l'équipe de recrutement, c'est la tête de recrutement. Ça dépend vraiment de la taille de votre entreprise. C'est les recruteurs qui vraiment, ils font je sais pas, traditionnellement, c'était le headhunting, mais ils vont sur LinkedIn, ils, publient les annonces, ils passent les entretiens. Ça peut aussi être en fait, les sourceurs, comme on les appelle, qui sourcent sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi les coordinateurs pour, en fait, les entretiens. Ça dépend un petit peu de votre notion, de équipe de recrutement. Alors tiens, une question, qu'on n'avait pas prévue, mais puisqu'on parle de réseaux sociaux et de sourcing, est-ce que, évidemment, vous qui êtes là ce matin, vous êtes tous, aguerris à l'utilisation des réseaux sociaux et être formés à l'utilisation de ces réseaux sociaux dans le cadre du sourcing en recrutement? Mmh. Vous pouvez me répondre dans le chat oui, non, en cours, pourquoi faire, ce que vous voulez. Parfait. Alors pour continuer, en fait, parce que là, je vous ai dit métrique historique, nouvelles métriques, comment est-ce qu'on les calcule, vélocité d'embauche. Je veux pas vous laisser avec la théorie. En fait, j'aurais aussi bien aimé vous donner des petites astuces, comment, en fait, optimiser, votre vélocité d'embauche. Et avant de plonger dedans, je vais vous montrer une approche, de Smart Recruiters qui s'appelle l'approche Hiring Success. Alors, ce que nous voulons finalement obtenir, c'est le succès d'embauche. Et pour obtenir ce succès d'embauche, on a un fondament, avec cette approche où on prend en compte les personnes, les processus et la technologie. On dit toujours si ces 3 critères sont dans un équilibre, nous allons positivement aller vers le succès d'embauche. Alors, imaginez que vous souhaitez vous concentrer sur l'optimisation de votre vélocité d'embauche. En examinant les fondamentaux, vous allez vous concentrer sur, premièrement, peut-être les personnes. Vous allez identifier les rôles et responsabilités qui doivent faire quoi. Aussi, vous devez créer peut-être des nouveaux processus, et de ne pas oublier aussi, vous devez aussi revoir si votre technologie, est capable de vous aider optimiser, en fait, la vélocité d'embauche. Et pour optimiser, on commence toujours par l'évaluation. Alors, on ne se met pas directement dedans, il y a beaucoup d'entreprises qui disent: «Bon, on va optimiser, on va changer ce point-là, ce point-là, ce point-là». On commence pas avec ça. En fait, on commence par l'évaluation de notre fonction de recrutement et en fait, pour optimisation, vélocité d'embauche, on regarde déjà les processus. On regarde, est-ce que, par exemple, les équipes de recrutement, ils reçoivent le plan d'embauche assez tôt? C'est l'exemple que je viens de donner. Après aussi, qu'est-ce qui est décidé dans le plan embauche? On voit souvent les entreprises ou les recrutements, ils reçoivent le plan d'embauche et c'est écrit 20 personnes, ou augmentation de 50 personnes. Mais parfois, en fait, ce plan d'embauche,
On n'a même pas y compris, les titres ou les positions. Est-ce qu'on a besoin d'un senior? Est-ce qu'on a besoin d'un junior? Alors là, vraiment bien évaluer le processus avec le plan d'embauche. Deuxièmement, si vous avez reçu le plan d'embauche, on va revoir, est-ce que vous disposez des ressources suffisamment pour, en fait, vraiment atteindre cet objectif? Parce que souvent, en fait, le plan d'embauche envoyé au recrutement, eh ben, on doit recruter toujours plus, toujours plus. Mais est-ce que vous avez fait la calculation si vos 4 ou 5 recruteurs, vraiment, ils peuvent atteindre cet objectif? Ça, c'est important, d'évaluer vos personnes. Troisièmement, la technologie. Technologie, normalement, elle devrait vous aider à, embaucher à temps. Par exemple, si on parle de technologie, est-ce que vous disposez d'un système, pour vous aider à revoir le plan d'embauche ou un système qui permet de créer même des viviers de talents? En fait, c'est pour ça qu'on doit toujours revoir les processus, les personnes et la technologie avant de se lancer dans l'optimisation. Alors je sais que le temps, aujourd'hui, pour ce webinaire, c'est un petit peu limité. Alors je peux pas trop rentrer dans les détails de l'optimisation, mais aussi on a un atelier de recrutement en février. Alors on va un petit peu revoir, des notions d'optimisation pendant ce atelier de recrutement. Si vous êtes intéressé, tout à la fin de la présentation, en fait, on a encore des informations sur cet événement. Mais en fait, j'aurais bien aimé passer sur, l'indicateur net de qualité d'embauche. Alors le Net Hiring Score, c'est le deuxième métrique que j'avais introduit au début. Alors, le Net Hiring Score, en fait, il vous dit vraiment, ou c'est vraiment un standard pour mesurer la qualité d'embauche. Il y a déjà des clients de Smart Recruiters qui utilisent, désolée, le Net Hiring Score, mais aussi cette méthodologie, elle est complètement agnostique de la technologie. Vous avez pas besoin de Smart Recruiters pour, en fait, calculer le Net Hiring Score ou même la vélocité d'embauche. Alors, comment est-ce que cette qualité, elle est calculée? Alors, c'est très facile, vraiment. Sur ce slide, vous voyez, le manager, l'employé. Alors, en fait, pour calculer le Net Hiring Score, 90 jours après que le recrue, il a commencé de travailler dans votre entreprise, vous envoyez un email à votre manager avec la question, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure cette nouvelle recrue correspond-elle à votre poste? Vous envoyez aussi un message en même temps aux, nouvelles recrues en demandant, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure ce nouveau poste vous convient-il? Alors, je le dis encore une fois, parce que je veux être très, très claire sur ça, vous n'avez pas besoin de technologie pour faire ça. Vous pouvez envoyer un Google Forms, vous pouvez envoyer un email, vous pouvez envoyer un fichier Excel. Ce indicateur, il marche avec toutes les technologies de base. Alors, pour revenir sur le calcul, en fait, vous rassemblez tous les résultats, clairement, et en fait, vous les classez dans le pourcentage de ceux qui ont répondu de 9 à 10, alors les bons recrues, et vous allez soustraire le pourcentage de ceux qui ont répondu 0 à 6, recrues inadéquates. Vous multipliez ce résultat avec 100 pour obtenir votre score de net hiring. En fait, finalement, vous allez obtenir un score qui est entre -100 jusqu'à +100. Plus élevé le score, le mieux. Et encore une fois, tous les métriques, vous pouvez les suivre, de manière super simple, sur un fichier Excel. Et en fait, si on revoit les scores, si vous êtes en dessous de le score 0, ben, en fait, ça veut dire la qualité de votre recrue n'est pas vraiment adéquate. Alors là, vous devez revoir comment optimiser. Si votre, score, il est assez élevé, alors je dirais 50, 60, ça déjà, c'est un très, très bon score, hein. Parce que le message, il part au manager, mais il part aussi au recrues. Alors on prend les 2 opinions
pour faire un score. Pour l'optimisation, c'est la même chose. On reprend le même concept. Avant d'optimiser, il faut que nous évaluions ce qu'on fait en ce moment. Alors, peut-être optimiser votre qualité de recrutement. Premièrement, vous regardez encore une fois le processus. Alors, il y a beaucoup de recherches sur ça, mais en fait, d'implémenter des entretiens structurés, c'est une des meilleures façons pour optimiser votre qualité de recrutement. Des entretiens structurés avec des scorecards, avec des questions précises, au lieu de, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais parfois, on n'a pas beaucoup de temps, on ne revoit pas le CV, on rentre dans un entretien, on fait de la discussion un petit peu comme on veut. Mais vraiment, le meilleure façon d'optimiser, c'est d'avoir des entretiens structurés. Après, aussi revoir les personnes. Est-ce que vos recruteurs, aussi vos hiring managers qui sont dans le entretien, est-ce qu'ils sont formés de faire passer un entretien? Je vois ça pleinement dans les entreprises. Ils embauchent des recruteurs, ils embauchent des hiring managers. C'est très, très rare qu'en fait, ils font passer des entraînements pour passer les entretiens. Alors, je ne sais pas si peut-être vous pouvez mettre aussi dans le chat, est-ce que vous formez vos employés à passer des entretiens structurés d'une manière efficace? Troisième façon d'optimiser le score net hiring, c'est vraiment d'investir dans vos systèmes. Vos systèmes, votre technologie doit vous aider à trouver la meilleure qualité de candidat sans, sans être biaisé. En fait, c'est vraiment important que vous revoyez votre technologie. Est-ce que vos assessments que vous envoyez aux candidats, ils sont vraiment utiles pour, retrouver la meilleure qualité de candidat? Alors ça, c'était juste quelques exemples. Pour améliorer, en fait, la qualité du recrutement, il y a plein de façons de le faire et là, je veux être aussi très claire dessus parce que parfois, on parle avec des clients qui sont très petits, qui disent: «Ben, on n'a pas le budget». Mais en fait, d'optimiser la qualité de vos candidats, ça n'a rien à faire avec le budget. Déjà, l'implémenter un entretien structuré, ça n'a pas besoin de budget. C'est for free. Alors c'est vraiment facile de en fait, implémenter ça. Alors juste pour finir sur ces 2 métriques, on a un dernier questionnaire, je pense, Ouais. heu, sur en fait ces nouveaux KPI, ces nouveaux métriques. Est-ce que vous êtes intéressés? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous pensez, mettre en place, dans les mois à venir? Sachant que comme l'a dit Karine, hein, c'est des choses que vous pouvez mettre en place très simplement et en début de webinaire, il y en a beaucoup qui nous ont dit: «Bah non, on ne sait pas comment évaluer, pourquoi faire?» Bah, en fait, en commençant très simplement avec ces échelles de 1 à 10, ce Mmh, qui peut paraître simpliste, mais au moins, ça a le mérite, de vous donner un retour, chiffré et en fait, les retours chiffrés sont quand même un bon indicateur qui va vous permettre de mesurer l'évolution. ouais, parfait. Alors on a déjà quelques retours, il y a 19. «Oui, mais j'ai besoin d'être formé». C'est aucun problème, si vous voulez encore avoir plus d'informations, vous pouvez aussi aller sur le site hiringsuccess.com ou sinon si, vous voulez en parler un petit peu plus, vous pouvez se connecter avec moi sur LinkedIn. Moi, j'ai mis ton profil dans le chat. Parfait. Merci Christophe. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on a comme résultat? 11 oui et je sais comment les mettre en place. 22 bah, qui ont besoin d'être formés et donc là, je vous laisse, poursuivre les échanges avec Karine, après ce webinaire. Non, parce que je pense que mon entreprise n'est pas prête à les utiliser
et 11% peut-être dans un avenir proche. Alors les 7% qui nous disent non, parce que je pense que mon entreprise n'est pas prête à les utiliser, mais est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire pourquoi? Mmh. Quels seraient les contre-arguments? Qu'est-ce qui ferait que l'entreprise ne souhaiterait pas les mettre en place? Je vous rappelle, vous êtes anonymisé dans le chat, hein. Ça aide. Ouais, parfois on a des organisations qui disent: «Ben non, on va pas implémenter des nouvelles métriques». Alors là, c'est vraiment on doit rentrer dans cette conversation. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce qu'on est presque à temps. En fait, je voulais juste passer sur, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de demain? Alors Et OK, là les gens me répondent: «Bah, en fait, on a trop peu de recrutement, donc les chiffres ouais, n'apporteront pas grand-chose». OK. OK. Ouais, c'est aussi c'est aussi une raison. Mais en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour changer, en fait, la discussion? Commencez par la partie évaluer. N'implémentez pas comme ça ces nouvelles métriques. Évaluez. Question, c'est un très bon, commentaire. Est-ce que vous avez les ressources pour implémenter ces métriques, pour suivre ce métrique? Est-ce que vous avez les processus pour implémenter ces métriques? Qui pourrait le faire? Et aussi la question technologique, est-ce que vous avez une technologie qui pourrait vous aider à implémenter ces métriques? En fait, de commencer demain, c'est vraiment de poser les bonnes questions. Bah, Smart Recruiter, évidemment. Évidemment. Je fais pas de la pub pour la plateforme, mais évidemment, ouais, avec cette technologie, on prend ça en compte qu'on utilise aussi ces métriques. Alors, merci beaucoup, d'avoir participé aujourd'hui. Si vous voulez, vous connecter sur LinkedIn, vous avez le code QR et aussi, j'aurais bien aimé juste faire un petit peu de pub pour l'atelier du recrutement avec mes 2 collègues, Enda et Sam, qui vont aussi se baser sur ces métriques que je viens de parler aujourd'hui. Alors, je vous mets le lien. L'atelier du recrutement, c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Ça aura lieu à Paris, dans le 11e arrondissement. C'est un événement, qui démarre à 8h30 et qui se terminera vers 16h, 16h30. Évidemment, c'est gratuit pour vous. L'idée, c'est d'avoir le matin, quelques conférences, des études qui ont été menées sur le recrutement, une restitution aussi d'une étude, LinkedIn qui a été menée sur le marché du travail et l'impact des nouveaux modes de travail, des comportements des candidats, et cetera. Et puis l'après-midi, des ateliers pratiques où vous serez réunis en petits groupes de 10 personnes. Donc un atelier, avec Anda et Sam, un atelier également, avec LinkedIn qui va vous expliquer comment utiliser, correctement LinkedIn pour optimiser vos recrutements. Un atelier avec Assess First et un atelier, avec, CCLD, qui, vous expliquera comment mener, des techniques d'assessment center. Voilà, je vais y arriver. Eh ben, merci Karine. Un beau programme. Merci beaucoup pour ta présence ce matin. Donc Merci. n'hésitez pas à contacter, hein, directement Karine, sur LinkedIn. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. Ce webinaire, vous le retrouverez sur MyRHline d'ici demain matin en replay. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Karine, bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.